de l'autonomie en eau. Dans l'autonomie en eau, en Afrique, en tout cas en Côte d'Ivoire, on est sur la côte ouest, il pleut beaucoup. Donc c'est facile de remplir des citernes d'eau. Donc là on a les citernes d'eau et on a 4 citernes d'eau de 1000 litres comme ça. Et donc elles sont quasiment toujours pleines sauf pendant la saison sèche. Où, bon, probablement c'est la première année qu'on va passer avec ces 4 citernes. Et je pense qu'on tiendra à peu près la moitié de la saison sèche avec ces citernes. Et la deuxième moyen d'avoir de l'eau ici c'est le puits. Donc on a commencé à creuser un puits. Et donc on devrait le terminer dans l'année. Donc on fera des vidéos aussi où montrer comment on peut creuser un puits. Et donc on devrait avoir l'eau cette année, mais il faudra probablement plusieurs années parce que c'est un puits qui est profond, il doit faire plus de 10 mètres de profondeur. Et il faudra faire des cloisons en ciment pour avoir l'eau vraiment de parfaite qualité. Et donc cette année on se donne l'objectif d'arriver jusqu'à l'eau. Et les années suivantes probablement on va faire les cloisons en béton là pour avoir une eau de qualité absolument parfaite. Donc on parlera aussi de tout ce qui est autonomie au niveau eau et nos expérimentations là, comment on peut faire pour récupérer de l'eau avec les gouttières à moindre prix, à moindre coût, puisque tout est une question d'argent ici, on essaye de faire les choses avec le minimum d'argent. On va parler aussi donc d'autonomie au niveau électricité. Donc qui dit autonomie, on est quand même sur les tropiques là, enfin, sur les tropiques carrément sur l'équateur ici, et on aura du soleil quoi. Donc c'est l'énergie solaire. Et nous on essaye de chercher l'autonomie à tous les niveaux. Donc même l'énergie solaire, on ne va pas juste acheter des boîtiers qu'on n'est pas capable de maintenir. Donc on essaye au maximum d'être autonome. Et l'un des exemples le plus significatif, c'est les batteries. Donc les batteries solaires sont fabriquées ici sur place à partir de fils de lithium. Et donc on va parler de tout ça aussi. Comment on peut... Là c'est une batterie qui fait à peu près 2000 watts, un peu moins, c'est la 1500. J'en fabrique... Non, celle-là, non, c'est une plus grosse. Celle-là c'est 2500 watts. 2500 watts. Elle va bientôt être remplacée par 2 batteries de 2000 watts, donc on aura 4000 watts ici. Et donc on parlera de tout ça dans les vidéos. Donc déjà avec cette batterie là qui fait 2500 watts, on alimente un congélateur 24 heures sur 24 et un autre congélateur qui sert de frigo qui est alimenté juste la journée. Donc la batterie est un tout petit peu limite, c'est-à-dire que le matin il nous reste plus beaucoup dans la batterie hein. Et donc on est un petit peu limite pour avoir plus d'énergie, regarder la télévision le soir et avoir un peu plus de liberté, de marge de manœuvre. On va remplacer cette batterie de 2500 watts par 2 batteries de 2000 watts. Donc on arrivera à 4000 watts. Et avec ça, c'est sûr que on peut tenir plus de 2 nuits. On tiendra 2 nuits complètes sans soleil, quoi. Mais bon, ici c'est impossible. Même tous les jours de l'année, même un jour où c'est nuageux, on produit toujours de l'électricité. Voilà. Maintenant moins effectivement un jour de nuageux. C'est pas comme au Canada. Au Canada, on pouvait avoir des jours de production quasiment à zéro. Quand il neige, il y a une journée de neige, le plafond nuageux est tellement épais qu'il n'y a quasiment pas de lumière et il y a quasiment zéro production d'électricité. En Afrique, c'est pas le cas. En tout cas, en Côte d'Ivoire. Et même un jour nuageux, on produit quand même de l'énergie. Suffisamment, en gros, sur le toit, on a 10 panneaux de 150 watts. Et on est capable de charger, même un jour nuageux, mettre 2000 watts dans les batteries. Là, il y a la maison qui a été construite, la construction a commencé il y a 4 ans. Et quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, on a refait une bonne partie de la maison. Il y avait des gros problèmes, il y a des infiltrations d'eau, il y avait des problèmes de ventilation, les fenêtres étaient trop petites. Donc on a travaillé au moins 2 ou 3 mois dessus pour avoir une maison qui était habitable. Donc cette maison-là, on la laisse pour les enfants là, qui vivent avec nous. Bon, quand je dis les enfants, on a 3 personnes qui vivent avec nous et qui ont le même intérêt puisqu'on essaye d'aller vers le bénéfice le plus rapidement et on partage les bénéfices. Donc le plus âgé a 19 ans et le plus jeune a 16 ans. Et donc ici, là sur cette dalle-là, on va construire la future cuisine dans laquelle on sera capable d'apprendre à faire des nouvelles recettes et d'alimenter le restaurant, quoi. Donc on doit d'abord construire la cuisine avant d'être capable d'ouvrir le restaurant là-bas. Donc
il y a du travail, mais je pense que cette cuisine-là, en tout cas les murs et le toit seront faits, ont été construits dans l'année. Donc c'est un garage là qui va nous servir à la fabrication des briques en géobéton. En particulier, puis mettre les véhicules là. Donc, on parlera de tout ça aussi. Parce que si on veut fabriquer des bâtiments à faible coût, ça passe par le géobéton. Et c'est toujours pareil, c'est l'autonomie, on fabrique les briques sur place. Le sol entrant, c'est le ciment, mais on utilise très peu de ciment. Donc on parlera aussi, on montrera comment on fabrique des briques de géobéton de qualité et comment on va fabriquer des bâtiments avec. Donc ici, on a commencé à prendre 2 ou 3 poules il y a 1 an et demi. On doit être à 60 poules, une dizaine de coques. Et actuellement, on produit une dizaine d'œufs par jour. Là, tu peux montrer, il y a des poules qui sont en train de couver là. Et il y a des œufs un peu partout. Donc on parlera de ça aussi. Donc c'est de l'élevage avec les poules en liberté. Et on vous parlera de toutes les contraintes. On n'a pas encore résolu tous les problèmes. Mais on essaye de faire des plantations maraîchères en laissant les poules en liberté. Et c'est tout un défi. Donc on parlera un petit peu les difficultés qu'on a rencontrées et comment on les a réglées. Ou partiellement réglées parce qu'on n'a pas encore tout réglé. Mais on fait de l'expérimentation parce que c'est pas le genre de choses qu'on va nous apprendre à l'école. Et donc on est obligé d'expérimenter. Mais en tout cas on avance puisqu'on est capable de produire des œufs là. Et puis de manger des poules où on dort. Donc qui dit autonomie, il faut autonomie avec. Si on veut de l'autonomie, il ne faut pas dépenser beaucoup d'argent. Alors la plupart des Européens vont construire une maison en béton, vont être obligés de dépenser beaucoup d'argent parce qu'il va falloir un compteur électrique puissant, la climatisation et ainsi de suite. Nous on a choisi une chose complètement différente. On a construit un bâtiment qui est bien exposé au vent et qui n'a pas de mur. Donc ce qui fait qu'on a toujours du vent et il fait beaucoup moins chaud, on ressent beaucoup moins la chaleur. Et en plus ça coûte pas cher. Donc si on veut l'autonomie, ça passe par minimiser les dépenses. Parce que si on veut un bénéfice, c'est argent, toutes les ventes moins les dépenses. Et donc pour arriver vite au bénéfice, il ne faut pas dépenser beaucoup. Et ce type de bâtiment donc, est complètement autonome. On a notre énergie solaire. C'est une énergie, des panneaux solaires, un système solaire à part du bâtiment principal. Et on a notre électricité, donc notre lumière. Et puis ventilateur pour la nuit. Et j'ai un poste de travail avec mon ordinateur pour publier les vidéos et faire mes câblages électroniques et ainsi de suite. Donc on est complètement autonome dans ce petit bâtiment, fabriqué avec des produits locaux. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ce bâtiment il a coûté à peu près 400 000 francs CFA, donc c'est à peu près disons 800 €. Donc, et puis dernière chose qu'on va parler sur ce site là, sur cette chaîne YouTube, c'est de la permaculture. Donc c'est de la permaculture ou de l'agroforesterie. Donc c'est probablement la partie la plus importante. Donc ça consiste à produire beaucoup de nourriture, en tout cas le maximum de nourriture possible, en n'utilisant aucun engrais et aucun pesticide. Donc ça consiste à trouver un équilibre sur le terrain entre donc la végétation, les arbres, les plantes et les animaux pour produire le maximum. Donc cet équilibre, il n'y a pas de recette miracle, hein. Il faut y aller par essai-erreur. Et donc là sur ce terrain là, vous pouvez voir autour là. Donc ce terrain là, on a un terrain là qui fait en tout à peu près 4 hectares. On a aménagé un peu plus d'1 hectare. Donc on a planté des arbres de toutes sortes sur ce terrain. Donc on a commencé par des arbres premiers là pour enrichir un peu la terre. Donc du moringa, du pigeon pea, le kahana et j'en oublie sûrement. Et on a planté donc tous les arbres qui vont nous donner de la nourriture, je dirais dans les 10 ans à venir, qui vont nous donner de la nourriture à long terme. Donc on a des manguiers, on a des avocatiers, des papayes, orangers, citronniers, et on a aussi des arbres un peu moins connus ici en Côte d'Ivoire là qu'on a eu du mal à trouver. Donc je me souviens plus du nom de tous les arbres, mais
Il y en a plein d'autres, hein. Il y a des bananiers, il y a des palmiers, et il y a beaucoup d'arbres un peu plus exotiques. Je me souviens plus du nom exactement parce qu'on les a plantés il y a à peu près 1 an, puis c'est des arbres qu'on a achetés à l'unité. Et donc on verra ça. On a aussi des arbres aussi, les passiras là, qui produisent des noix. On a des corossoles, on en a plein. On a dû planter au moins 50 variétés d'arbres. Donc autour de ces arbres-là, on fait des cultures maraîchères qu'on expérimente. Là, par exemple, juste à côté de nous, il y a, je sais plus comment on appelle les patates là, les ignames. C'est ça, c'est les ignames ici. Ouais. Les ignames. On a des patates douces, on a du manioc, on a des tomates, on a des piments, on a des aubergines, on a comment ça s'appelle, du gingembre, on a du curcuma. Enfin, on plante un peu de tout sur le terrain. Donc avec certaines plantations qui ont eu des bonnes réussites, d'autres qui sont un petit peu des échecs ou des semi-échecs. On va progresser dans les années à venir. Par exemple, cette année, on a planté des potirons aussi, on en a eu vraiment beaucoup. On a essayé du melon et pastèque, ça a été on a eu moins de succès avec ça. On a eu des problèmes avec les bêtes là, qui les mangeaient, aussi les poulets qui les mangeaient. Donc on essaye de trouver un équilibre avec tout ça, parce qu'on a un gros problème, c'est qu'on essaye de laisser nos poulets en liberté au maximum, et avec la culture maraîchère, c'est difficile. Dans les vidéos, on vous parlera un petit peu de toutes ces difficultés, comment on arrive à gérer ça. Et donc là, on progresse, hein. Il y a certains aliments qu'on abandonnera parce qu'ils sont trop fragiles. J'ai pas envie de mettre des produits pour tuer les insectes, donc des pesticides. Donc s'il y a des produits qui sont pas assez rustiques et qui demandent trop de traitement, on les abandonnera tout simplement. Pareil pour les poulets, s'il y a certains produits qu'on n'arrive pas à faire cohabiter avec les poulets du tout, on les abandonnera. Là par exemple, on vient de faire il y a à peu près 2 semaines une plantation de maïs. On va voir ce que ça va donner. Là on peut en voir là qui sort là. Ici il y en a un. Maïs et haricots à côté. Donc on a planté sur l'ensemble du terrain, il y a encore un haricot ici, ainsi de suite. Donc on a planté maïs et haricots sur l'ensemble du terrain. Et donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'estime les poulets, c'est sûr, on en mangé une partie du maïs. Là. Mais même si on récolte, s'ils ont mangé la moitié du maïs, on produit l'autre moitié, ça ne sera pas un échec. Parce qu'on sait que de toute façon, c'est pas le temps de plantation qui est long, c'est le temps de préparation du terrain. Et si ça ne coûte pas cher les graines, donc même si il y a une partie de la récolte qui est mangée par les poulets au départ, d'abord avec le temps on arrivera à mieux gérer ça. Par exemple, ce qu'on fait là, ce qu'on a pris comme technique, on expérimente, ça quand on fait des plantations de maïs, on leur donne beaucoup à manger pour éviter qu'ils aillent trop gratter le terrain. Et donc on expérimente ça, et puis on a plein d'autres idées. Tiens, juste derrière moi là, on voit un champ de manioc là. Donc c'est du manioc là de qualité là qui produit en 8 mois celui-là, et du manioc doux là, bon pour faire de la tiéké, qui se mange aussi en friture. Et donc c'est des plants de qualité. Donc le manioc, ça se repousse simplement avec le plant qu'on coupe en morceaux, donc la tige. Donc là on a 2 champs de manioc, je ne sais pas combien de pieds, peut-être 50 pieds par champ, et peut-être un peu plus. Et par contre on va les multiplier, puisque avec chaque plant on va refaire 4 ou 5 manioc. Donc l'année prochaine, si on a 100 pieds, l'année prochaine probablement on va en planter 500. Voilà. Donc sur cette chaîne-là, on va beaucoup parler effectivement d'agriculture, puisque c'est avec ça, c'est le principal de l'autonomie, ça reste quand même la nourriture. Notre but, c'est pas trop faire de l'argent sur toutes ces cultures-là. C'est comme je l'ai parlé, c'est avoir de la nourriture, de la diversité pour le restaurant, et peut-être qu'on va produire qu'on va faire quelques produits dérivés avec. Là, actuellement, on commence à produire de l'artémésia pour se soigner là, pour soigner le Covid ou le palu. On produit aussi du moringa séché, qui est un truc multivitaminé. Et on va produire aussi quelques produits comme ça dérivés. Mais probablement, c'est pas avec ça qu'on gagnera beaucoup d'argent. C'est surtout qu'on a une autonomie et qu'on a de la diversité dans la nourriture. Et en tant que produit dérivé, c'est la nourriture qu'on pourra servir dans le restaurant. Là, si on sert des repas de qualité, on pourra gagner correctement notre vie avec les produits qui seront...